80 ans après, la Moselle aussi a commémoré la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau. Plus d'1 million de personnes y ont été exterminées. Une cérémonie s'est déroulée dans la cour d'honneur de la préfecture. 4 listes sont en lice pour l'élection à la Chambre d'agriculture de Moselle. La liste dissidente Territoire et filière vise un second mandat. Son cheval de bataille, c'est l'installation de nouveaux agriculteurs. La Confédération paysanne a aussi déposé une liste en Moselle. Elle espère dépasser les 20% de vote pour avoir plus de poids à la Chambre d'agriculture. La coordination rurale a tenu son dernier meeting de campagne en Moselle en présence de la présidente nationale Véronique Le Floch. Parmi ses slogans de campagne, le développement d'un service de remplacement. Liste commune pour la FDSEA et les jeunes agriculteurs. Parmi leurs propositions, l'aide au remplacement des agriculteurs partant à la retraite et la volonté d'œuvrer pour un revenu décent. Du côté du CIDEM, un comité syndical sur le fil qui a failli être reporté faute de quorum. Très peu de points étaient à l'ordre du jour du syndicat mixte de transport et de traitement des déchets ménagers de Moselle-Est. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. Cette semaine, on donne la parole aux conseillers départementaux pour dresser le bilan de 2024 et aborder les enjeux de 2025. Aujourd'hui, c'est Pierre-Jean Didiot, conseiller départemental du canton de Sarralbe, qui est face à l'objectif. Une interview à découvrir tout à l'heure. On commence l'actu avec un moment de recueillement pour ne jamais oublier. Plus d'1 million de personnes y ont été exterminées. La libération du camp d'Auschwitz-Birkenau le 27 janvier 1945 marquait la fin de l'horreur. Hier, des cérémonies ont été organisées dans de nombreux pays. La commémoration mosellane s'est tenue dans la cour d'honneur de la préfecture. Une cinquantaine de personnes étaient présentes pour écouter un court discours du préfet, suivi d'une minute de silence et de la Marseillaise. On écoute Laurent Touvet au micro de Marivin. Une cérémonie simple et digne en souvenir de l'horreur de la Shoah. Ça fait 80 ans que le camp d'Auschwitz-Birkenau a été libéré et que le monde entier a découvert l'horreur de cette organisation humaine qui a mis l'intelligence au service d'une cause abjecte. Et c'est tout à fait important qu'on sache que l'intelligence peut parfois être détournée, peut parfois être pervertie, et que les discours antisémites n'ont pas disparu, il suffit d'écouter autour de nous, et que nous devons chacun être des veilleurs pour que notre civilisation ne retombe pas dans cette horreur, dans cette abjection. C'est important que les jeunes générations qui n'ont pas vécu cela, je n'ai évidemment pas vécu, étant beaucoup plus jeune, mais que nous soyons conscients de notre responsabilité face à l'histoire. On s'intéresse maintenant à une échéance importante pour le monde rural, les élections de la Chambre d'agriculture. Elles se déroulent jusqu'au 31 janvier. En Moselle, 4 listes se présentent. Quels sont les enjeux de ce scrutin? Qui est concerné? On fait le point avec Marie-Morgane Pires. Du 15 au 31 janvier se déroulent les élections des membres des chambres d'agriculture. Ils seront élus pour 6 ans. Leurs rôles sont multiples, être les voix des agriculteurs auprès des pouvoirs publics, dispenser des conseils et services aux agriculteurs pour les aider dans le développement de leurs exploitations, contribuer à la dynamisation des zones rurales. Les électeurs sont les chefs d'exploitation agricole, les salariés ou encore les associés d'exploitation. Les électeurs vont élire les membres des 88 chambres d'agriculture départementales, interdépartementales et territoriales. Chaque chambre a 33 sièges à pourvoir. En Moselle, il y a 15 000 votants. Une fois élus, les membres des 88 chambres locales procéderont à l'élection des membres qui constitueront les 11 chambres d'agriculture des régions en mars. Puis, ces derniers éliront le président de la chambre d'agriculture au niveau national et les membres du conseil d'administration. Pour voter, 2 solutions, le vote par correspondance ou le vote en ligne. Les électeurs ont jusqu'au 31 janvier minuit. Les résultats des élections sont prévus pour le 8 février. Tour d'horizon des 4 listes en lice en Moselle. Les 20 candidats de la liste Territoire et filière ont tenu une réunion publique la semaine dernière à Rohrbach-les-Bitches pour présenter leur feuille de route et défendre leur bilan. Parmi les présents, Stéphane Hermann, candidat à la présidence et actuel vice-président de la Chambre d'agriculture de Moselle. Je vous propose de l'écouter au micro d'Emilia Zil. Ce qu'on propose aujourd'hui, c'est d'être dans la continuité de ce qu'on a amorcé en 2019. 2019, nous avons élaboré une liste dissidente qui propose autre chose à nos agriculteurs sans étiquette syndicale. Le cheval de bataille, c'est l'installation. On sait qu'on installe un jeune pour 3 départs, donc il y a un vrai challenge à relever.
Et puis pour pouvoir installer, il va falloir qu'on ramène de la plus-value dans les exploitations, avoir des exploitations qui soient beaucoup plus résilientes par rapport à tous les enjeux qu'il faut relever. Il va falloir apprendre à communiquer un peu mieux, une communication positive qui nous permet aussi de rassurer l'ensemble des partenaires avec lesquels il faut qu'on travaille. Il y a le défi climatique auquel il faut répondre et c'est vrai que les chambres d'agriculture ont travaillé énormément sur les adaptations des différents systèmes face au changement climatique. Et puis il y a aussi ce défi sanitaire. Il ne faut pas l'oublier, nous traversons aujourd'hui une épizootie de FCO, fièvre catarrhale ovine, dans laquelle on a énormément œuvré avec le réseau Chambre d'agriculture. Ça a permis d'aller chercher de la subvention et de l'accompagnement financier pour nos agriculteurs, notamment les jeunes agriculteurs avec la région Grand Est qui nous a épaulés. La Confédération paysanne propose également une liste pour les élections à la Chambre d'agriculture de Moselle. Le territoire du Pays de Bitche est représenté par Anthony Lang, propriétaire d'une exploitation à Ormerswiller. Reportage d'Emilia Zil. Les représentants du syndicat de la Confédération paysanne ont fait le déplacement jusque dans le village de Merswiller pour faire campagne pour leur liste. Pour les élections 2025 à la Chambre d'agriculture de Moselle, c'est une agricultrice qui est la tête de liste, Mélanie Hoff. Elle a une ferme dans le canton de Folquemont. Alors l'objectif de la Confédération paysanne de la Moselle pour ces élections, c'est de sortir de l'hégémonie de la pensée agricole actuelle qui est très productiviste, qui prône toujours plus de production, toujours plus d'agrandissement des fermes au détriment de l'humain, au détriment des paysans, des paysannes et au détriment de leurs revenus. On aimerait pouvoir remettre l'humain au centre de l'agriculture. On aimerait aussi pouvoir avoir des services aux paysans, comme un service juridique, comme un service de remplacement. Pour soutenir la liste mosellane, la porte-parole nationale s'est déplacée jusqu'au village, assistant à la ferme ouverte d'un des agriculteurs sur la liste. Pour ces élections, on a choisi ce slogan pour des campagnes vivantes, soignons ferme. Des campagnes vivantes, ça veut dire des gens dans les campagnes. Parce que ce sentiment d'isolement d'abandon, des paysans nombreux qui vivent de leur travail, qui sont fiers, heureux de faire le travail, il y en a plein. Des jeunes qui veulent s'installer, il y en a. Donc c'est ça qu'on souhaite, des campagnes vivantes, produire de l'alimentation pour nos voisins, pour nos concitoyens, pour les villes. C'est ça le projet. Et soyons fermes parce que ça demande beaucoup de fermeté, de propositions, d'aller défendre pied à pied chaque paysanne, chaque paysan, mais aussi des politiques. Et ce qu'on veut, c'est des fermes nombreuses, pas quelques firmes. C'est ça l'essentiel de notre projet pour ces élections. Pour la deuxième élection consécutive, Anthony Lang a choisi d'être candidat pour la Confédération paysanne. Je suis sur la liste pour donner mes idées, parler un peu de ma vision de l'agriculture. Et c'est seulement en s'engageant qu'on arrive à proposer nos idées. C'est pas en restant seul dans son coin à dire ça va pas, ça va pas. Parfois il faut avancer et dire plus haut quoi, ça va pas quoi. Ce syndicat souhaite dépasser les 20% de vote et ainsi avoir un peu plus d'importance dans les discussions à la Chambre d'agriculture. Autre liste, la coordination rurale organisait hier son dernier meeting de campagne électorale à Dieuze. Arrivée 3e lors des dernières élections en 2019, la coordination rurale espère cette année pouvoir gagner de nouveaux sièges. Reportage de Camille Henriot. Distribution de tracts, échanges sur le programme électoral, il ne reste plus que 3 jours pour convaincre l'électorat. Coordination rurale a reçu un soutien de taille dans ces dernières heures de campagne avec la présence de Véronique Lefloc, présidente du syndicat agricole au niveau national. Eh bien, écoutez, à la coordination rurale, tous les combats sont communs pour bien vivre. Donc, justement, avoir des prix qu'on va chercher auprès des industriels, une loi sur les coopératives, l'encadrement de l'évasion des résultats de nos grandes multinationales, mais aussi l'allègement des charges, la taxe foncière, le bouclier énergétique. Et après, foutez-nous la paix, laissez-nous travailler. Donc, que les contrôles soient reportés de nos fermes vers tout ce qui est produit d'importation.
réglementation et ensuite, eh bien, il nous faut l'alignement de la réglementation française sur le droit européen. Et tout ça, ce sont des choses qui parlent aux agriculteurs qui n'en peuvent plus lorsqu'ils sont contrôlés d'être pris pour des voyous, pour des fraudeurs, pour des dealers, même par l'OFB. Donc tout ça, ce n'est plus tenable et ça ne donne pas envie à nos jeunes de venir demain dans nos fermes s'installer. De son côté, Laurent Vaucher, tête de liste de la coordination rurale de la Moselle, souhaite plus de dialogue avec les autres syndicats agricoles. Il défend notamment le développement d'un service de remplacement pour la Chambre d'agriculture départementale. Nous souhaiterions, nous, pour agrémenter le quotidien des agriculteurs, qu'ils puissent se libérer un peu du temps. Ils sont au quotidien sur leur ferme, avec les élevages ou en cas de maladie ou d'accident, ils ont vraiment du mal à trouver du personnel. Il existe un service de remplacement, mais il est géré par le syndicat majoritaire. Et donc à ce titre, c'est difficile pour beaucoup d'agriculteurs de se faire remplacer quand il y a un coup dur sur une exploitation ou même pour prendre des vacances ou des congés. Coordination rurale espère faire mieux qu'il y a 6 ans. Le syndicat agricole était arrivé 3e lors des dernières élections de 2019 avec 19,76% des voix. Le syndicat agricole dispose actuellement de 2 sièges sur 18 à la Chambre d'agriculture de Moselle. La Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles et les jeunes agriculteurs ont décidé de faire liste commune pour les nouvelles élections de la Chambre d'agriculture de Moselle. Parmi leurs propositions, la volonté d'aider au remplacement des agriculteurs partant à la retraite ou encore une envie d'œuvrer pour un revenu décent. Reportage d'Emilia Zil. Depuis quelques semaines, eux aussi sillonnent la campagne mosellane pour rencontrer les agriculteurs et agricultrices qui nourrissent ce territoire. En pleine campagne pour les élections à la Chambre d'agriculture de Moselle, des membres de la liste FDSEA-JA étaient en visite dans la ferme du président des jeunes agriculteurs du Pays de Bitche à Val d'Ouse. 70 vaches de race charolaise. On a 120 hectares quasiment tout en herbe. On a 3-4 hectares de céréales qu'on couche en immature. Donc on achète toute la paille. Fort de ses précédentes expériences à la Chambre d'agriculture, Gilles Becker se présentera au poste de président. Les 2 syndicats ont plusieurs propositions pour ces élections. Notre programme est bien sûr, dans un premier temps, refaire et accentuer le fait qu'il n'y a plus suffisamment de valeur ajoutée dans nos exploitations afin que nos agriculteurs aient un revenu décent et également que cette agriculture soit attirante pour les générations futures. Je pense que dans un premier temps, il nous incombera rapidement de faire un audit. Un audit tant sur nos moyens que l'on dispose et également sur l'ensemble des attentes avec précision, des attentes de nos agriculteurs et agricultrices. Et ceci dans plusieurs domaines. Pour les jeunes agriculteurs, c'était une évidence de faire une liste commune. Parce que la FDSEA, quoi qu'on en dise, ça reste quand même nos aînés. Ça paraît naturel que des jeunes agriculteurs, une fois leur service fait au JA, partent à la FDSEA, FNSEA, et parce qu'on a une vision politique qui est quand même commune, que ce soit au niveau départemental ou au niveau national, et donc ça nous paraissait tout évident de partir avec la FDSEA de Moselle. Sur cette liste, on trouve un représentant du Pays de Bitche, Christian Schwalbach, agriculteur et maire de Valsbronn. J'ai toujours fait partie de ce mouvement syndical qui est dans ma jeunesse le CDGA. J'étais président des jeunes agriculteurs. Ensuite, j'étais président au niveau FDSEA, au niveau local. Et aujourd'hui, j'ai toujours encore cet esprit professionnel et justement pour défendre notre territoire, nos enjeux du Pays de Bitche. Les élections se terminent à la fin de la semaine, verdict le 8 février. Focus maintenant sur le CIDEM. Marie-Morgane, tu as assisté hier au comité syndical.
avec un ordre du jour plutôt léger. Oui, et surtout un ordre du jour qui n'a pas attiré les foules. La séance était d'ailleurs à 2 doigts d'être reportée. En début de séance, le quorum n'était pas atteint. Il y avait 26 membres présents. Il en faut minimum 28 pour que les points puissent être mis au vote. Un conseiller est arrivé 30 minutes après le début supposé de la réunion. Il manquait toujours une personne, alors certains ont dégainé leur téléphone pour atteindre le quorum. Une 28e membre est finalement arrivée et la séance a pu démarrer. Alors la séance a pu démarrer avec du coup quel point à l'ordre du jour? Alors il y avait seulement 6 points. L'un concernait le renouvellement d'une convention qui permet de répartir les frais pour l'entretien, la maintenance et le renouvellement des installations communes sur le site de Folperswiller à Sarreguemines. Alors il est occupé conjointement par le CIDEM qui exploite plusieurs installations, notamment le centre de compostage ou un centre de méthanisation, et la communauté d'agglomération de Sarreguemines qui a aménagé une déchetterie destinée aux professionnels. La majeure partie des frais revient au CIDEM. Quelques exemples, les frais liés à la voirie et à l'assainissement donnent lieu à la répartition 70% CIDEM, 30% casque. Pour l'accueil du site et la pesée, c'est 50-50. Et le deuxième point concernait un renouvellement de contrat. Oui, avec Citeo, cela concerne la prolongation du contrat relatif aux emballages ménagers et papier. Puis 2 points étaient liés aux ressources humaines et concernent les agents du CIDEM. Les membres du comité ont voté la mise en place d'indemnités horaires pour le travail du dimanche, des jours fériés et de nuit. Et le dernier point concernait la création de 3 postes d'adjoints techniques. L'ensemble des points a été adopté. La séance s'est déroulée sans le moindre débat. Et le conseil s'est terminé sur quelques décisions du président Roland Roth. Parmi elles, la réalisation d'une étude sur l'impact du changement de mode de gestion du CIDEM, passant de SPIC à SPA. Alors non, le CIDEM ne va pas se transformer en un lieu de détente et de bien-être. SPA signifie service public administratif. Une société d'avocats va mener cette prestation qui concerne notamment la gestion du personnel. Eh bien, merci beaucoup Marie-Morgane pour ta synthèse. On va voir dans un instant comment se profile 2025 aux yeux du conseiller départemental du canton de Sarralbe, Pierre-Jean Didiot. Il sera face à l'objectif juste après les prévisions de Météo France. Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain, la matinée démarrera avec quelques gouttes de pluie. L'après-midi, les précipitations laisseront leur place à un soleil généreux avant une dégradation nuageuse en soirée. Côté température, il fera 6 degrés le matin et 7 degrés l'après-midi. Demain, nous souhaiterons une bonne fête au Gildas. Le soleil nous accompagnera de 8h06 à 17h24. Passez une très belle journée sur Mosaïque Cristal. À toutes les filles que j'ai aimées avant. Retrouvez Didier Barbelivien en concert à l'espace Cassin de Beach, samedi 1er février à 20h30. Réservez vos places sur www.product-son.fr ou auprès des points de vente habituels. J'ai toujours un peu peur que les appareils ne soient pas adaptés à mon oreille et qu'au final, ça me gêne dans la vie de tous les jours. Avoir des appareils auditifs sur mesure, c'est tout à fait possible. Grâce à l'autoscan, nous modélisons en 3D votre oreille pour que votre appareil épouse parfaitement les formes de votre conduit auditif et vous offre un confort optimal. Élu en janvier 2023 lors d'élections partielles, en binôme avec Laurence Brusiac, Pierre-Jean Didiot est conseiller départemental du canton de Sarralbe. Il est aussi maire de Sarralbe depuis 2001. Aujourd'hui, il est face à l'objectif pour répondre aux questions de Francis Hoffman. Face à l'objectif, Pierre-Jean Didiot, alors maire de Sarralbe, mais aussi conseiller départemental. Alors tout d'abord, recevez les meilleurs vœux de Mosaïque Cristal. Merci, et puis prenez les miens en retour. Merci. Alors on va d'abord commencer par votre fonction de maire. Être maire de Sarralbe, déjà depuis bientôt 24 ans, hein. Est-ce que ce n'est pas un peu usant? Est-ce que vous gardez l'énergie et l'enthousiasme
au fil de ces années? L'enthousiasme et l'énergie sont intacts. C'est vrai qu'on a une ville qui, par différents aspects, est très intéressante avec des projets que nous menons, ou alors le soutien par rapport au domaine industriel, ou des gros investissements qu'on réalise à l'heure actuelle au niveau d'un bâtiment culturel et sportif, ou de l'amélioration de nos voiries, de la sécurité sur nos routes dans différents quartiers, avec aussi des actions très fortes en termes d'animation, que ce soit culturelle, sportive ou dans le domaine de l'histoire. Donc il fait bon être maire à Sarralbe. Il fait bon de travailler pour les habitants de Sarralbe. Alors les cigognes, j'imagine, sont toujours les bienvenues à Sarralbe. Ah ben oui, elles ont pris j'allais dire, leur maison, leur deuxième maison, c'est devenu effectivement la mairie de Sarralbe, et c'est vrai qu'elles sont suivies par pas mal de monde. Ouais, c'est vrai qu'elles ont contribué à une belle notoriété de la ville. Hein. Oui, au niveau de la France, mais même au niveau international. Alors s'il fallait retenir un projet phare mené à Sarralbe en 2024, ce serait lequel? Le plus grand projet? Alors, il y en a deux. Il y en a deux. Avant tout et surtout, le complexe culturel et sportif, où là, nous sommes en train de faire d'énormes travaux pour isoler ce bâtiment, pour permettre 40% d'économie d'énergie, de toutes les énergies sur ce bâtiment, mais surtout la salle sportive où on a découvert des malfaçons qui malheureusement ont fait qu'on a dû sortir tout le dallage, de refaire des pieux qui ont été mal faits, où il y a eu tricherie par rapport aux profondeurs, et là c'est effectivement, ce sont des gros budgets que nous investissons, mais ce qui est important pour les clubs sportifs, c'est que nous avons donné un délai pour la réalisation des travaux. Cette salle sera remise à disposition de nos clubs sportifs à partir de l'été 2025. Donc pour la nouvelle saison 2025, eh bien, tout sera livré en temps et en heure. Le deuxième investissement important que nous réalisons, c'est la traversée d'Aïch. C'est quand même plus de 1,2 km de voirie où nous reprenons d'abord la mise en souterrain de tous les réseaux aériens. L'assainissement a été refait, le gaz a été posé, et là on est en train de faire les trottoirs, la voirie. Donc c'est un chantier qui avance aussi à bon rythme. Nous sommes déjà sur les projets, enfin sur les réalisations actuelles de 2025, mais 2024, que reste-t-il 2024, ce qui nous a marqué, il y a deux événements. On n'a jamais connu une inondation les 17 et 18 mai d'une intensité aussi forte. Dans l'histoire, tous nos points de repère ont été dépassés, et là il y a eu vraiment une forte mobilisation, que ce soit de la municipalité, des pompiers, des gendarmes et même de la population, puisqu'on a dû évacuer un quartier puisqu'il y avait risque de rupture d'une digue au niveau de Salzbronn. Donc ça a été vraiment un événement marquant pour nous, qui sommes quand même confrontés avec la Sarre, avec l'Albe, à des variations de niveau de nos cours d'eau. Le deuxième élément qui a été marquant pour nous, et c'était à la fin de 2024, c'est l'épreuve qu'a subie Ineos. Il faut se rendre compte qu'il y avait quand même la possibilité qu'il y ait un arrêt complet et définitif de l'usine par manque d'approvisionnement en éthylène. Et là, il y a eu une très belle mobilisation de la direction, des employés, des syndicats, de la commune, mais aussi du sous-préfet, du préfet, et avec surtout une porte-entrée que nous avions au ministère de l'Industrie, puisque avec le cabinet du ministre, nous étions en contact permanent. Et celui qui m'a ouvert la porte, et je tiens à le remercier, c'est le sénateur Khalifé Khalifé, qui d'emblée a été à nos côtés pour nous appuyer dans cette démarche. Aujourd'hui, tout est reparti de l'avant. J'en ai tiré deux leçons, si vous me permettez. La première, c'est que par rapport à l'industrie, il vaut mieux tenir que courir. Ça veut dire quoi? On doit être à côté de nos entreprises, surtout quand il y a des difficultés. Il ne s'agit pas simplement d'essayer de courir après des projets, il en faut. Mais je veux dire, les entreprises qui sont là, c'est celles qui nous font vivre. C'est celles qui nous font vivre et qui donnent de l'emploi à notre territoire. La deuxième leçon que j'ai tirée, c'est que l'union fait la force. Je vous disais, avec les syndicats, les politiques, les élus, toute cette mobilisation, avec aussi l'État qui était à nos côtés, quand il n'y a pas de fissure, quand c'est un bloc uni qui essaye d'obtenir quelque chose, on y arrive, et c'est la deuxième leçon. Bon, tout à l'heure, vous l'avez dit, donc là, vous vivez au bord de la Sarre, donc forcément en zone inondable. Alors, est-ce que le changement climatique vous inquiète vraiment? Parce que là, on le voit à chaque fois qu'il pleut un petit peu, il y a la montée des eaux.
elle est de plus en plus rapide, de plus en plus importante. Sarralbe, demain, sera forcément confrontée à de nouvelles inondations. Et alors, comment est-ce que vous les anticipez? Alors, je crois qu'il faut essayer de comprendre cette problématique sur un territoire très large. Il faut voir ce qui se passe en amont de Sarralbe et il faut voir ce qui se passe en aval de Sarralbe. On voit bien que les répercussions, on les a connues jusqu'à Sarreguemines ou jusqu'à Sarrebruck. Donc c'est vraiment sur l'ensemble de ce bassin et c'est le rôle de la communauté d'agglomération puisque c'est elle qui a quand même une vision plus large du territoire et ça fait partie de ses responsabilités de prendre en compte effectivement ces changements climatiques qui nous impactent déjà à l'heure actuelle. Donc je crois que, je vous le disais, tout ce que nous avons connu aujourd'hui est dépassé. Et donc, il va falloir effectivement envisager de nouvelles mesures pour arriver demain à mieux protéger nos populations, pas simplement sur Sarralbe, mais sur tout le long de l'Albe, sur tout le long de la Sarre, parce que c'est effectivement tout ce bassin qui est concerné. Pour maintenir le bien vivre à Sarralbe, alors j'imagine que certes, il y a des réalisations, vous aménagez la ville, il y a aussi la vie sportive, la vie culturelle. Est-ce que la commune, elle tient un rôle important? Est-ce qu'elle suscite? Est-ce qu'elle encourage? Est-ce qu'elle réunit? Là, on vient sur le terrain qui est celui du vivre ensemble. Des fortes actions sont menées par la commune déjà en termes de périscolaire pour nos enfants. Il y a de l'accueil le matin, entre midi, le soir, pendant les vacances. Nous menons des animations, nous emmenons nos adolescents dans les Alpes en été. Donc il y a ce côté avant l'école, après l'école, pendant les vacances qui est pris en compte par la commune. On a développé une crèche à Sarralbe parce qu'il est important, vu le nombre d'emplois que nous avons sur Sarralbe, d'avoir aussi, je veux dire, cet outil pour les femmes ou les hommes qui doivent travailler et qui doivent confier leurs enfants en toute sécurité. Sarralbe est très attaché à tout ce qui est nature. Nous menons bon nombre d'actions pour la préservation de notre environnement. Je vous ai parlé d'isolation, mais c'est vrai aussi qu'on mène avec les enfants de nos différentes écoles bon nombre d'animations dans nos écoles. La nature, Sarralbe, c'est la Sarre, c'est l'Albe, c'est le canal de la Sarre, c'est 700 hectares de forêt. Ce sont aussi un certain nombre d'associations qui sont là, les arboriculteurs, mais au-delà, les Clés du Jardin par exemple, qui sont là, qui mènent des animations continuellement tout au long de l'année, en relation avec nos écoles, donc avec nos élèves. Nous avons développé des pistes cyclables parce que je crois que c'est aussi un élément qui est important pour pouvoir se rendre à son travail ou tout simplement pour la détente. Donc on a déjà sur Sarralbe une nature qui nous encourage beaucoup à en profiter de façon large. Et puis, vous l'évoquez, c'est vrai que nous avons des manifestations culturelles qui sont très fortes. Dimanche, le concert du Nouvel An, nous avions un concert d'accordéon qui était réussi avec l'accordéon club de Putelange. Auparavant, nous avions l'harmonie municipale. Auparavant, nous avions le festival de Fénétrange. Nous avions de belles animations pour le 13 juillet, mais aussi des animations par rapport à notre histoire. La Saint-Martin, la Saint-Nicolas, c'est des éléments que nous fêtons avec nos écoles, avec notre population, et la population répond présent et c'est important. C'est ça le vivre ensemble, créer du lien. Très bien, alors vous vous êtes toujours vanté, hein. Je me souviens que Sarralbe est une ville où il n'y a pas ou peu de dettes. Donc j'imagine que les restrictions budgétaires que l'État va imposer aux collectivités ne va pas créer de problème à Sarralbe. Alors, je vais rectifier un tout petit peu ce que vous venez de dire. Nous n'avons plus aucune dette et depuis 24 ans, nous n'avons pas touché à la fiscalité. Pourquoi ? Parce qu'on a toujours eu le souci de préserver le pouvoir d'achat de nos concitoyens. C'est vrai que demain, de l'argent magique de l'État, il n'y en aura plus. 3 500 milliards de dettes au niveau du pays, 3 500 où nous sommes actionnaires dans ces 3 500. C'est 50 000 € par habitant en France. Donc il est vrai que quelque part on voyait qu'on était au niveau du pays sur une pente qui n'était pas très saine. Et je crois que nous avons été suffisamment proactifs pour se dire qu'il va falloir que nous puissions nous-mêmes assurer nos investissements. Et c'est pour ça qu'il y a eu cette volonté de désendetter totalement la commune de Sarralbe. Et je crois que c'est pour ça que, pour l'avenir,
Je suis lucide par rapport à la situation du pays, mais en même temps, je suis serein pour Sarralbe. Autant serein sur les finances et autant serein par rapport à notre industrie et par rapport à nos emplois. Parce que c'est un travail quotidien que nous menons et nous allons continuer de la sorte. Bien évidemment que je vais encore solliciter monsieur le sous-préfet pour avoir des subventions pour le fonds vert. C'est normal. Nous sommes des contributeurs à l'effort de la nation. Oui, mais alors ne pas être endetté, ça pourrait aussi vouloir dire que vous n'avez peut-être pas assez investi. Vous auriez pu investir davantage encore pour le mieux vivre ensemble, dans les infrastructures. Enfin, je veux dire ça ainsi. Mais est-ce qu'en 2025, vous avez des grands projets de prévus ? 2025 va être une année d'investissement très intense, comme chaque année. Nous allons investir sur le centre sportif. C'est quand même 2 millions d'euros qui sont investis à ce niveau-là. Nous faisons la 3e tranche de la traversée d'Aïch. Nous allons passer sur toute la commune en 100% LED. Nous travaillons aussi on va retenir un architecte pour aller vers un nouveau clubhouse au niveau du terrain de foot. On est en train de travailler avec le PFG pour la reprise de l'ensemble d'une rue et pour densifier la population sur la rue de Tavaux. Nous allons faire des travaux sur la rue Ernest Solvay. Toute l'année 2025 va être consacrée à notre projet de parc municipal, qui est quand même un parc qui couvre 4,5 hectares. Nous avons un projet aussi de construction d'une chambre funéraire à proximité du cimetière qui va être fait par un opérateur privé. Donc nous travaillons avec la CASC sur une problématique qui est celle des pluies d'intensité d'orage en été, où ça va être des travaux pluriannuels sur plusieurs années. Donc, je veux dire, on est vraiment en train de dire, on continue à travailler comme nous l'avons toujours fait. Toujours sans faire de nouveaux emprunts. Alors pourquoi? Je vais répondre sérieusement à cette question. Vous avez notre premier contributeur financier à Sarralbe, c'est Ineos. Si Ineos est en difficulté, Sarralbe est en grande difficulté. Et je veux dire, ce risque-là, je ne peux pas le prendre pour la population. Parce qu'on a vu, cette usine pouvait fermer au mois de décembre. Et si l'usine ferme, nous, on ne sait plus gérer derrière. Donc c'est pour ça que je me suis toujours dit que si vraiment on devait être en grande difficulté un jour sur Ineos, il ne fallait pas que la commune soit endettée. Voilà pourquoi j'ai eu cette volonté d'effacer la dette. Bien, pour Sarralbe, vous avez aussi une autre fonction, une fonction, je le dis, bénévole de président de l'EHPAD de Saint-Joseph de Sarralbe. Alors, comment évolue cet établissement ? Il y a 15 ans, c'était un établissement qui était en grande difficulté. J'ai créé une association à but non lucratif. Pas la commune. Avec des personnes, comme une association, comme un club de foot ou de volley. On a racheté cet établissement à des sœurs. On a mis en place une nouvelle équipe de direction. Et avec cette équipe de direction, eh bien, on a entièrement transformé cet hôpital qui devait fermer. Aujourd'hui, c'est devenu une référence dans l'accueil du grand âge. Et nous sommes en train d'ouvrir une nouvelle aile, puisque nous venons d'investir 3 millions d'euros au niveau de l'hôpital Saint-Joseph de Sarralbe. Là encore, c'est uniquement l'association qui porte effectivement ces investissements. Et nous avons un EHPAD qui est, je peux le dire modestement, je crois que c'est une référence au niveau de la Moselle par rapport à ce que nous mettons à disposition des personnes que nous accueillons, soit au niveau de l'hôpital, soit au niveau de la maison de retraite. Je crois qu'effectivement, ce qui est fait est exceptionnel. Pourquoi ? Parce que c'est une association à but non lucratif. Ouais. Tout ce que nous pouvons dégager comme argent, nous le réinvestissons autant pour les patients, pour les résidents, mais aussi pour le personnel. Et je crois que c'est l'énorme avantage que nous avons par rapport à des sociétés privées ou à des sociétés qui sont en bourse, où là, on est dans d'autres logiques. Donc là, dès lundi, eh bien, on va avoir la commission de sécurité qui va passer et on va pouvoir utiliser cette nouvelle aile que nous venons de construire. Très bien, bon, on sera là pour en faire un reportage. Monsieur le maire, nous allons maintenant passer à votre fonction de conseiller départemental. Alors, une fonction que vous avez prise un peu en léger décalé, on va dire. On ne va pas rappeler l'histoire de ce décalage. Alors,
par le passé, je me souviens, je ne pense pas me tromper, que vous étiez quand même un peu critique souvent envers ce département. Alors est-ce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas quelque part freiné quand vous présentez un projet ou pour obtenir des subventions du département? N'ayez aucune crainte. Je fais partie des conseillers départementaux indépendants. Les indépendants font partie du groupe majoritaire, donc je suis bel et bien à la bonne place pour attirer des subventions. Là où j'étais critique, et c'est pour moi une volonté, c'est que je veux que chaque commune ait les mêmes subventions. Qu'il n'y ait pas deux poids, deux mesures. C'est là où j'étais critique. Ce que je fais en tant que conseiller départemental, c'est d'appliquer les mêmes règles pour toutes les communes. Les 15 derniers jours du mois de décembre, j'étais à côté des maires. Allez, je vais vous les citer. J'étais à Capelquingé, j'étais à Richelin, j'étais à Olvin, j'étais à Ilsprich, j'étais au Val-de-Guéblange, j'étais à Groenfiller, j'étais à Richelin, aux côtés des maires, parce que le département, le conseiller départemental a apporté des subventions par rapport à leurs projets. Donc je trouve qu'il fallait effectivement que cet équilibre soit rétabli. Et puis quand on est sur un système juste, je me sens parfaitement à l'aise par rapport à tout le monde. Très bien, alors vous faites partie justement au département de la 4e commission. Donc cette commission travaille sur l'agriculture, l'environnement, la transition écologique, l'aménagement du territoire. Quels sont les principaux sujets abordés et réalisations en cours? L'aménagement du territoire, c'est quelque chose d'important, c'est la place du département à côté des communes. Vous savez que le département de la Moselle est un des rares départements qui, aujourd'hui encore, apporte des subventions. Autant la commune, autant le maire, ses adjoints, son conseil municipal, autant le département avec ses conseillers départementaux, nous sommes des élus de proximité. Nous sommes avec les pieds tous les jours dans la réalité. Et parce que nous sommes dans la réalité, tous les jours, nous apportons des réponses concrètes aux demandes de nos concitoyens qui sont exprimées par les différentes communes. Mais le département a aussi un rôle qui est très important. Vous l'avez souligné, on est à côté des agriculteurs qui vivent quand même des moments difficiles et le département apporte des soutiens aux agriculteurs. Le département est surtout à côté des personnes les plus fragiles. Personnes les plus fragiles, que ce soit de l'handicap, en passant par le grand âge, en passant par les gamins qui sont laissés malheureusement à l'abandon. C'est là le grand cœur du département, c'est l'humain, c'est la proximité, c'est la vraie vie. On n'est pas dans des grandes théories politiciennes, on est des hommes de terrain et on fait avancer le terrain. Voilà l'élément important. Maintenant que vous y êtes, est-ce que les inégalités entre les zones rurales et urbaines sont à peu près équilibrées? Enfin, est-ce qu'elles existent encore? Vous connaissez... Est-ce qu'il faut continuer à se battre pour ça? Est-ce que vous connaissez ma capacité à intervenir quand je dois plaider une cause? Les territoires ruraux, ils ont toute l'attention du département. Et je vous le disais à travers les différents exemples que je vous ai donnés, tous les jours, on est à côté des maires, tous les jours, on est à côté des municipalités pour faire avancer leurs projets, mais dans un système qui est très juste en termes de répartition des subventions. Alors juste encore un mot, vous fonctionnez en binôme avec Laurence Borisiak. Tout à fait. Un petit mot peut-être sur ce binôme, puisqu'elle n'est pas là. Alors pourquoi elle n'est pas là? C'est tout simplement que le canton de Sarralbe, c'est 48 communes qui vont de Wouswiller jusqu'aux portes de Saint-Avold. Et c'est que pour être le plus efficace possible, nous avons divisé le secteur en deux. Moi, je m'occupe plutôt du secteur de Sarralbe et Laurence Borisiak s'occupe plutôt du secteur de Wouswiller, de Morhange, pardon. Par ce lapsus, je voudrais peut-être intervenir sur la volonté du département, du président du département, du conseil départemental que je suis, de vous dire à nos concitoyens que la déviation de Wouswiller, c'est une volonté forte du département. C'est inscrit dans le programme pluriannuel d'investissement. Ça a été inscrit. Les preuves sont là, la volonté est là. Si aujourd'hui, cette déviation met du temps à démarrer, ce n'est pas un problème du département, ce n'est pas un problème financier ou de non-volonté des élus, la volonté est là. Vous venez de dire effectivement, il y a quelques difficultés pour de l'acquisition du foncier,
Ça prend malheureusement du temps, mais je peux vous affirmer droit dans les yeux que la volonté du département est claire. Cette déviation doit être faite. Ces bouchons sont insupportables. La zone industrielle, elle est saturée aussi. Quand on doit sortir de cette zone industrielle pour venir sur la double voie, il y a des grandes difficultés. Et je crois qu'effectivement, c'est un élément qui est attendu. La volonté est là. Ça se fera. Malheureusement, il y a quelques freins qui ne sont pas du fait du département ou de l'élu. Très bien, Pierre-Jean Didiot, nous arrivons déjà au terme de cet entretien. Merci d'avoir accepté cette invitation. C'est toujours un plaisir d'être dans vos murs. Alors, comme il est de coutume, en début d'année, on vous laisse la possibilité de présenter vos vœux aux téléspectateurs. Je voudrais surtout m'adresser au personnel de nos hôpitaux, que ça soit de Sarreguemines, de Bitche, de Sarralbe, et plus particulièrement au personnel soignant. Nous sommes dans une situation qui est très difficile. Tout le personnel des hôpitaux est mobilisé à 200% par rapport à une vague de pathologie qui est grave. Et je crois qu'il est important de dire qu'on est à côté de nos soignants, de l'ensemble de nos personnels, que ce soit ceux des hôpitaux, mais que ce soit ceux aussi de nos EHPAD. Je voudrais aussi m'adresser à tous ceux qui s'occupent de notre sécurité, parce que c'est vrai que nous avons des concitoyens qui sont de plus en plus fantaisistes et ça pose quand même de gros problèmes en termes de sécurité publique. On est à côté de nos pompiers qui font aussi un travail remarquable et je crois qu'il faut souligner ces femmes et ces hommes qui mettent souvent leur vie en danger par rapport à des actes qui sont souvent des actes malheureusement je me permets de le dire, souvent des actes imbéciles en termes d'insécurité routière. Et il va falloir que tout le monde redevienne un peu plus sérieux au niveau de la vitesse, notamment dans les traversées de nos villes et de nos villages. Et ce que je voudrais surtout dire à l'ensemble de nos concitoyens, prenez garde à vous et prenez garde à vos proches. Et puis je souhaite aussi à l'ensemble de l'équipe de Mosaïque tous nos vœux pour cette nouvelle année. Soyez forts et nous serons là pour répondre à vos questions.